Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et on s'attaque ce soir à un grand thème de marché. On va regarder les enjeux pour le marché des matières premières en 2022. Nous en parlons avec Benjamin Louvet à mes côtés en plateau. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Oui, je disais les enjeux pour les matières premières en 2022, mais commençons déjà peut-être par les enjeux immédiats, par l'actualité immédiate. Bon, une crise énergétique majeure qui ne se résout pas, qui frappe l'Europe, plus encore que d'autres parties du monde aujourd'hui. L'Asie aussi, pas mal. L'Asie aussi, on a vu des usines en Chine qui refermaient pour cause de coûts, effectivement, de l'électricité. Alors que le monde cherche à accélérer sa transition énergétique, bon, on va dire que les intentions sont toujours là, on l'a vu avec la COP26, on peut imaginer quand même que les efforts s'intensifient, ne serait-ce que du point de vue des entreprises, des corporates. Comment est-ce que ce cocktail va se matérialiser pour la suite? Quelles sont les implications là, de cette crise énergétique majeure dans le sillage de la transition énergétique qu'on connaît et qu'on va connaître dans les prochaines années? À court terme, j'ai peur que ça ne nous aide pas beaucoup en termes de croissance. L'AIE disait encore cette semaine que les objectifs climatiques s'éloignaient progressivement. L'AIE, c'est quand même l'organisme qui conseille les pays de l'OCDE sur leur stratégie énergétique, donc c'est pas une très bonne nouvelle. Le problème, c'est quoi? C'est que on a voulu faire une transition et que cette transition, à mon avis, vu qu'on n'a pas l'habitude, je rappelle, aujourd'hui encore, 80% de notre énergie primaire consommée, c'est de l'énergie fossile. Et on a jusqu'à maintenant fait que de l'accumulation énergétique. Là, il faut qu'on passe à une transition énergétique. Il faut qu'on se débarrasse donc de ces 80% de notre ressource énergétique en 30 ans. Et dont la moitié, même 55%, l'engagement de l'Europe, d'ici 2030. Donc c'est un changement colossal. Le problème, c'est que pour aborder ce changement, on a peut-être pris le problème un peu dans le mauvais sens. C'est-à-dire que la première chose qu'on a fait, c'est de contraindre l'offre. En essayant d'orienter les investissements vers d'autres énergies, ce qui est très bien, mais en ne faisant en même temps aucune action sur la demande. Résultat, cette semaine, l'agence américaine à l'énergie a publié des chiffres qui montrent que la consommation, la semaine dernière, aux États-Unis, a établi un nouveau record. On a une consommation de pétrole qui, si le variant Omicron nous fiche un peu la paix, devrait atteindre potentiellement un nouveau plus haut l'année prochaine, et alors même qu'on a encore des activités qui sont encore loin d'être revenues à la normale. Si je prends le secteur aérien, on est encore très loin de la normale. Et comme on a contraint l'offre et que la demande repart, on se retrouve dans une situation où il est difficile de voir comment les prix du pétrole pourraient durablement baisser. En plus de ça, l'OPEP a été très clair sur le sujet. Lors de sa dernière réunion, ils ont augmenté leur production. Mais la fin de la réunion s'est terminée par une session qui reste ouverte. Et donc, le ministre d'optionnalité, là aussi, le ministre du pétrole saoudien a clairement dit qu'il avait tous les jours ses collègues au téléphone et qu'il se tenait prêt à réagir si besoin. Donc on est vraiment dans une situation où... Et le ministre saoudien a également dit les investisseurs ont eu leur cadeau de Thanksgiving à Thanksgiving, il n'y aura pas de deuxième Thanksgiving. Donc il avait déjà dit il y a quelques mois, si les spéculateurs spéculent à la baisse du pétrole, nous leur ferons la peau. Il n'a pas dit exactement comme ça, il a été beaucoup plus policier que ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Donc on a un prix du pétrole qui, je ne vois pas comment il ne pourrait pas ne pas continuer à monter, au moins pendant l'hiver. Là, il a baissé de $15 quand même, le prix du pétrole. On devrait donc, sur les niveaux actuels, vous dites, pour répliquer encore une jambe de baisse comme celle qu'on vient de connaître, ce serait toute chose égale par ailleurs, sans Omicron. Très bien. Et s'il y a Omicron, par contre, je voudrais être très précis sur ce sujet, je vois mal comment, vu la réactivité affichée actuellement de l'OPEP, comment on pourrait reconnaître la crise qu'on a connue en 2020. C'est-à-dire que pour moi, le prix du pétrole pourra difficilement descendre sous les $50, voire les 45. Il ne faut pas espérer plus. Ils sont clairement aux affaires. Donc pour moi, on devrait finir l'hiver, si on n'a pas de crise épidémique majeure, aux alentours des 80 à 85 $ le baril. Avant une phase d'accalmie, parce qu'on a une période où on consomme un peu moins, et les raffineries sont en maintenance avant de rentrer dans la période d'été, etc. Et possiblement au deuxième semestre 2022, on pourrait voir les 100 $ le baril, parce que on n'a pas fait assez d'investissements, parce qu'on a une consommation qui repart et qu'on a contraint l'offre. Donc, on est dans une situation qui est compliquée. Sur la crise plus généralement actuelle, je reviens à ma problématique de contrainte de l'offre. On a voulu commencer à réduire l'utilisation du charbon et on a développé l'utilisation du gaz. On a fermé des moyens de production pilotables, notamment en Europe. Chaque pays a fait sa politique dans son coin en se disant « je pourrais compter sur les importations des autres ». Le problème, c'est qu'on n'a plus assez d'énergie pilotable. Or, cette année, on a eu plus de capacités renouvelables
installés en activité que l'année dernière, et la production des renouvelables a été plus faible que l'année dernière. Donc on a eu un vrai sujet. Donc les prix de l'électricité s'envolent et on a des stocks de gaz qui sont très faibles pour la période. Au 31 décembre, on devrait avoir des stocks de gaz qui sont normalement ce qu'on a fin janvier. Donc si on a un hiver froid au mois de janvier, en plus on a eu des annonces de fermeture inopinées de la part de EDF, on pourrait se retrouver avec des prix qui montent beaucoup. Aujourd'hui, les prix de l'électricité pour le mois de janvier, c'est plus de 500 € du mégawattheure. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, on était entre 20 et 50 € du mégawattheure. Donc on est sur des hausses de prix qui sont inédites. C'est des prix qu'on n'a jamais vus. Bon, ça veut dire déjà que, c'est plus qu'une crise énergétique aujourd'hui. Enfin, il y a peut-être le sous-jacent d'une crise économique pour un certain nombre de secteurs d'industrie aujourd'hui. Et l'autre question, c'est est-ce que ce genre d'épisode... Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce genre d'épisode se répète désormais dans le temps, notamment du point de vue européen ? Il va falloir faire face de pragmatisme. On a commencé à annoncer... Je vous rappelle qu'en France, on doit encore fermer 14 réacteurs d'ici 2035, dont les premiers à partir de 2027 ou 2028. Donc on réduit encore les moyens de production pilotables. L'Allemagne doit fermer ses 3 derniers réacteurs nucléaires dans les 15 prochains jours. Donc on est dans une situation où ces moyens pilotables ne vont faire que baisser. Or, les solutions alternatives ne sont pas prêtes. Donc on n'a que 2 solutions. Et à mon avis, 2 solutions qu'il va falloir faire en même temps. C'est une phrase bien aimée et bien connue aujourd'hui. Donc en même temps, il va falloir accélérer sur la transition énergétique pour avoir des moyens alternatifs de production. Et on peut dire que de ce point de vue-là, les projets à financer n'ont jamais été aussi importants quand même. Oui, mais on est encore très très loin de l'échelle. D'accord, oui, bien sûr, mais je vous donne juste un chiffre. C'est pas linéaire, ça accélère quand même le nombre de projets à financer dans le domaine des énergies renouvelables. L'Agence internationale à l'énergie dit dans son rapport de mai, qui fixe la feuille de route pour respecter l'accord de Paris, d'ici 2030, tous les ans, il faut installer dans le monde 630 gigawatts de solaire. Cette année, en 2020, on a installé 130 gigawatts. Donc il faut multiplier par 5 les installations tous les ans. Donc, et c'est quand je vous dis qu'il faut accélérer, il faut accélérer. Et dans le même temps, étant donné que pour mettre en place des parcs solaires, des parcs éoliens onshore, il faut 5 à 7 ans. Un parc éolien offshore, c'est 11 ans. Une centrale nucléaire, c'est 15 ans. Eh bien, on a la période de 5 à 6 ans qui viennent, qui va être très dure à passer. Et donc, je ne vois pas comment on fera l'économie, et c'est un aveu d'échec, de réinvestir dans les énergies fossiles à court terme pour pouvoir arriver à répondre à notre besoin d'énergie. Sinon... Le gaz étant l'énergie intermédiaire qui permettra de passer cette transition. Le gaz étant l'énergie moins sale pour produire de l'électricité. Et donc, c'est quelque part, si on a une urgence, c'est de fermer les centrales à charbon. Et donc le gaz peut être un élément, mais le problème c'est que le gaz aujourd'hui, du coup, la demande explose de partout. Et donc les problèmes qu'on est en train de connaître cet hiver, c'est le deuxième hiver qu'on les connaît. Ils étaient déjà un peu existants l'année dernière, ils sont plus graves cette année. Et je rappelle que Barbara Pompili a dit hier, il n'y aura pas de blackout général. Ce qui veut dire qu'on entend des difficultés qu'il pourrait y avoir pas de blackout général, des blackouts tournants, ce qu'on appelle des blackouts tournants pour faire face. Pour soulager. Donc c'est relativement grave et on a une situation qui va s'aggraver dans les années suivantes si on continue sur le chemin qu'on a affiché. Donc c'est relativement compliqué et je ne vois pas comment on va pouvoir passer cette période-là sans réinvestir à un moment dans le secteur pétrolier. Et pour ça, il faut que les prix soient plus élevés. Donc il va y avoir une hausse des prix. Tout ça, donc soit ça contraint la production économique parce qu'on n'a pas assez d'énergie, soit ça contraint la production économique parce qu'on doit avoir des prix plus élevés si on veut arriver à équilibrer l'offre et la demande. Il nous reste 4 minutes, alors je passe du coq à l'âne, Benjamin, mais comme vous avez un spectre d'expertise large autour des matières premières, je voulais qu'on dise un mot quand même des métaux précieux. Vous avez le fonds Precious Metal chez Ophi Asset Management. Pourquoi est-ce que les précieux ont si mal fait cette année ? Je pense à l'or, évidemment, qui est l'emblème de cette catégorie des métaux précieux, Benjamin. Vous m'avez toujours expliqué que plus les taux d'intérêt réels étaient négatifs, plus c'était favorable à l'or. Alors, je vais dire juste 2 mots d'abord des 2 métaux précieux qui ont le moins bien performé cette année, le platine et le palladium. Eux, ils sont touchés par une situation conjoncturelle importante, c'est que ces métaux sont très utilisés dans la production automobile. La crise des semi-conducteurs fait que la production automobile a baissé, et donc la demande de ces métaux a baissé. On les utilise pour les pots catalytiques, pas de voiture, pas de pots catalytiques. Ça, c'est compréhensible. Juste pour rappel, le palladium en juin, c'était 3 000 $ l'once, c'était un nouveau plus haut historique. Personne n'avait vu venir la baisse de prix, et pour moi, cette baisse est purement conjoncturelle. Le marché va être en déficit cette année, malgré la baisse de production, et sera en déficit l'année prochaine. Donc pour moi, on va voir les prix de ce métal remonter. Le platine est touché dans une moindre mesure. Sur l'or, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que c'était déjà arrivé par le passé. On est dans une année de transition de politique monétaire. Et en fait, les investisseurs ont tendance à se mettre sur le côté avant de comprendre exactement où on va. Et la réunion de la Fed de la semaine dernière a été très riche d'enseignements là-dessus.
Powell annonce un tapering plus rapide, annonce 3 hausses de taux l'année prochaine, 3 hausses de taux en 2023, et le cours de l'or prend 2% le lendemain. Voilà. Parce qu'on a une clarté et une clarification de la situation, et on sait que les taux d'intérêt réels vont rester bas parce que ces hausses de taux, elles vont de pair avec une inflation plus élevée, et donc on sait que les taux réels vont rester négatifs, et donc les investisseurs reviennent sur l'or. Je donne juste un élément qui pour moi est très important. Ceux qui connaissent le mieux les politiques monétaires, c'est qui ? C'est les banques centrales. Les banques centrales sont de retour à l'achat sur l'or cette année. Elles ont acheté depuis le début de l'année presque 400 tonnes d'or à la fin du 3e trimestre et elles continuent. La Pologne a annoncé qu'elle voulait acheter 100 tonnes d'or l'année prochaine. Quand on les interroge, un sondage qui a été fait en juillet, 21% d'entre elles annoncent qu'elles veulent augmenter leurs réserves d'or sur les 12 prochains mois. Et ça, c'est nouveau, Benjamin ? Ou est-ce que c'est, j'allais dire, le business as usual des banques centrales qui pilotent, qui gèrent leur stock ? Alors, les banques centrales étaient vendeuses d'or net jusqu'à 2005, 2006. Ouais. Depuis, elles sont devenues acheteuses d'or net. Et depuis 2018-2019, on a connu 2 années records d'achat de plus de 650 tonnes. Et quand on leur demande pourquoi, c'est taux d'intérêt réel négatif. Et là, elles continuent. Et quand on leur demande pourquoi, taux d'intérêt réel durablement négatif. Et l'or a une autre vertu, c'est qu'il n'est la dette de personne. Donc, il ne fait pas faillite. Et donc, quand je vois les banques centrales qui s'intéressent à ce métal aujourd'hui, alors qu'elles n'ont plus de raison d'en avoir, dans le contexte économique global qu'on a, d'endettement très élevé des États, de taux négatifs qui rendent difficile de remonter ces taux parce que la dette est très importante, de crainte éventuellement sur les remboursements vu le niveau des dettes, eh bien, je me dis que si les banques centrales font ça, c'est peut-être pas complètement sot pour un investisseur particulier aussi de réfléchir à avoir de l'or dans son portefeuille, même si cette année de transition a rendu les choses compliquées. Oui, c'est pas que l'or a... Oui, l'or n'a rien fait, l'or n'a pas baissé. Il a perdu 6-7%. D'accord. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on attendait. Il faut être très honnête, on s'attendait à une appréciation avec la hausse des taux, mais le changement de discours de la politique monétaire a été très néfaste. Mais on a connu ça par le passé, c'est une phase de transition et les investisseurs ont besoin de visibilité pour venir sur un produit. Et donc, ils ont pris un peu de recul. Et là, ils sont en train de revenir tranquillement. Les baisses d'investissement sur les ETF ont été très faibles. On est à fin du 3e trimestre, on était à 8% du plus haut des détentions d'ETF qui date du 4e trimestre 2020. D'accord. Donc, on reste sur des niveaux élevés. Et la demande de lingots, la demande de pièces est aussi très élevée. Et la demande de bijouterie est en train de revenir. Là, il y a eu une très, très belle saison des mariages en Inde qui fait un rattrapage par rapport à l'année dernière. L'Inde devrait connaître cette année ses importations d'or les plus importantes depuis 6 ans. L'or, en relatif au taux réel négatif, c'est toujours la même histoire. Et si on est convaincu que les taux d'intérêt négatifs vont rester durablement négatifs, il faut regarder ce qui se passe du côté de l'or. Merci beaucoup pour vos remarques de fin d'année, Benjamin Louvet, qu'on retrouve régulièrement pour parler matières premières avec nous, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, invité de quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.